Le 15 août 1989, une famille de 3 personnes circulait sur l'Interstate 205 près de Stockton, en Californie, lorsque leur voiture commença à surchauffer. Contraint de s'arrêter, le père ouvrit le capot pour vérifier les dégâts. Il ne fallut pas longtemps pour se rendre compte qu'ils avaient besoin d'aide professionnelle. La mère resta avec la voiture, tandis que le père et son jeune fils partirent à pied pour trouver un téléphone public. En marchant, le garçon remarqua quelque chose d'inhabituel, une veste de camouflage abandonnée au bord de la route. Sa curiosité piquée, il s'approcha pour jeter un œil de plus près et découvrit une cassette VHS sans marque qui dépassait d'une de ses poches. Le garçon ramassa la cassette et la rapporta plus tard chez lui. À ce moment-là, ses parents étaient également intrigués par ce qu'ils pourraient découvrir sur cette cassette apparemment abandonnée. Ils l'insérèrent donc dans leur lecteur VHS et appuyèrent sur « Play ». Cependant, le contenu de la cassette était bien plus sombre que ce qu'ils auraient pu imaginer. À ce jour, la vidéo originale non montée n'a jamais été mise en ligne. Cependant, il existe différents extraits provenant de diverses sources que j'ai fait de mon mieux pour assembler. Cela commençait avec la caméra pointée vers un immense incendie la nuit, avec ce que je suppose être le caméraman disant des choses inquiétantes. Un peu après le début de la vidéo, la caméra se recentra et la source de l'incendie devint claire. C'était une maison de plain-pied qui semblait encore en construction avant de prendre feu. Pendant ce temps, le caméraman continuait de parler, et plus il parlait, plus cela devenait inquiétant. Plus tard dans la vidéo, on pouvait également entendre des camions de pompiers arriver sur les lieux, et le caméraman commentait la situation avant de terminer la vidéo par une menace directe à l'attention du spectateur. La cassette coupa soudainement pour passer à une scène du film d'horreur de 1984, A Nightmare on Elm Street. Il n'était pas clair si la vidéo de l'incendie avait été enregistrée par-dessus le film ou si c'était un montage délibéré. Cependant, une chose était claire. La vidéo effrayante avait été filmée par la personne qui avait mis le feu à la maison. La famille remit la cassette à la police et leur expliqua exactement où et comment ils l'avaient retrouvée. Les détectives retournèrent sur les lieux et, effectivement, l'histoire de la famille se confirma. La veste était toujours là. Mais les détectives trouvèrent également de nombreux autres objets près de la veste, dont un pistolet en bois, un gant, une cassette de musique métal et un crâne en céramique. Ils regardèrent également la vidéo elle-même, et ce qu'ils y virent n'était rien de ce qu'ils avaient vu auparavant. Malheureusement, les mauvaises conditions de tournage et la nature tremblante des images empêchèrent les enquêteurs de tirer des indices significatifs sur l'emplacement de cet incendie. Malgré une analyse image par image, ils n'ont pas pu associer la cassette à un incendie signalé en Californie. Selon eux, l'incendie aurait pu se produire n'importe où aux États-Unis. Quant au mobile derrière cette action, les constantes références à l'enfer et au mal poussèrent les enquêteurs à penser qu'il y avait un lien avec le satanisme. Et bien que cela puisse sembler un peu farfelu aujourd'hui, il faut se rappeler qu'à l'époque des années 1980, les actes majeurs de malveillance par des adorateurs du diable étaient une réelle préoccupation pour beaucoup de gens. Mais sans aucune piste concrète, ce n'était qu'une hypothèse. Ainsi, après avoir épuisé toutes les autres options, les enquêteurs décidèrent de faire appel aux médias et présentèrent l'affaire dans l'émission populaire Unsolved Mysteries,
en septembre 1990. Et cela fonctionna bien mieux que ce que les policiers auraient pu imaginer. Moins de 2 heures après la diffusion de l'épisode, les enquêteurs reçurent plus de 1000 appels de téléspectateurs avec des pistes potentielles. Parmi ces plus de 1000 appelants se trouvait un homme nommé Ed Tarantino, qui fut profondément bouleversé après avoir vu les images retrouvées à la télévision. En effet, il vivait à côté de la maison en feu à Redwood City, en Californie, à environ 130 km à l'ouest de l'endroit où la cassette avait été initialement trouvée. Plus important encore, l'émission permit également aux enquêteurs de retrouver le propriétaire de la maison en construction, qui brûlait dans la vidéo. Bill Otelly, qui décrivit l'incident comme l'acte d'un fou. C'était une perte extrêmement coûteuse pour Bill. L'incendie avait complètement détruit sa maison en construction, lui causant une perte de 900 000 $, ce qui équivaut à environ 2,5 millions de dollars aujourd'hui. Pendant ce temps, le service des pompiers de Redwood City confirma également l'incident. Il s'avéra que les pompiers avaient capturé leur propre vidéo de l'incendie pour une utilisation dans de futures formations. Et des parties de cette vidéo des pompiers correspondaient à la cassette mystérieuse. Le croisement des 2 vidéos révéla également que l'incendiaire se trouvait à environ 15 mètres du pompier lorsqu'il filmait sa vidéo. Il ne restait plus qu'à capturer le coupable. Mais cela ne serait pas facile. Selon les rapports du service des pompiers, l'attaque incendiaire avait eu lieu en août 1988, soit 1 an entier avant que la cassette ne soit trouvée au bord de la route. La seule piste dont disposaient les enquêteurs concernant le suspect était le nom qu'il avait mentionné dans la vidéo, Omar. Look at it, Omar. This is what I've been doing on your week's vacation. I settled it. I settled it. Ce n'était pas grand-chose, et pendant un certain temps, cela semblait être une impasse. Jusqu'à ce que la police reçoive un nouvel indice de Doris Lance, une autre personne ayant vu l'épisode d'Unsolved Mysteries à la télévision. Elle soupçonnait que l'Omar mentionné dans la vidéo faisait référence à un garçon de 17 ans qui vivait dans la région, et lorsque la police l'interrogea, il craqua presque immédiatement et leur raconta tout. Omar affirma qu'il se tenait silencieusement hors caméra lorsqu'une partie de la vidéo avait été filmée et que c'était son ami de 19 ans qui avait allumé l'incendie et enregistré la vidéo. Les enquêteurs se rapprochaient enfin du coupable. Mais ils avaient besoin de plus de preuves avant d'agir, alors ils commencèrent à suivre l'incendiaire présumé, l'observant à distance. Cependant, il avait probablement eu vent de la surveillance, car peu de temps après le début de cette surveillance, son garage brûla entièrement. À ce moment-là, la police n'eut d'autre choix que d'agir. Le 27 septembre 1990, ils confrontèrent directement le jeune homme de 19 ans. Et tout comme Omar, il céda rapidement et avoua tout. Une chose que je devrais préciser est que les autorités n'ont jamais révélé publiquement l'identité des 2 garçons. Alors je vais appeler l'incendiaire John par souci de simplicité. Après avoir fouillé la maison de John, les enquêteurs découvrirent également une multitude de preuves incriminantes qui les reliaient non seulement à l'incendie de Redwood City, mais aussi à des attaques similaires sur 11 autres bâtiments et 15 incendies de végétation. Parmi ces preuves, on trouva une photo de graffiti sur un mur disant « Please no more houses », plus de maisons s'il vous plaît, et un article de presse épinglé au mur concernant des incendies criminels récents, probablement causés par les 2 garçons. Mais ce n'était pas tout. Dans le garage brûlé, ils découvrirent des couteaux ensanglantés et des parties d'animaux mutilés. Ils trouvèrent également des cassettes contenant des images perturbantes de John déguisé en vampire satanique et menaçant une sculpture humanoïde avec un couteau. How you doing, Father? I hope you're doing real good. Mais toutes les images n'étaient pas aussi théâtrales. L'un des extraits les plus remarquables montrait les 2 garçons en train de s'amuser dans un champ ouvert. And now, to finish
the job. Ce champ, comme il s'est avéré, était en train d'être transformé en un projet immobilier. Il est probable que les garçons étaient furieux à propos de ces changements et ont décidé de prendre les choses en main en incendiant des maisons en construction pour stopper le développement. Cela expliquerait également le graffiti inquiétant mentionné précédemment. Cependant, comme ils étaient tous deux mineurs lorsqu'ils ont commencé ces incendies, ils ont été jugés en tant que mineurs malgré la gravité de leurs crimes. Omar a été envoyé dans un centre de détention pour mineurs, tandis que John a été jugé mentalement instable et admis dans un institut psychiatrique. Ce qui est arrivé aux deux après cela, nous ne savons pas. J'ai vu certaines affirmations selon lesquelles John aurait été libéré de l'institut psychiatrique et serait décédé dans un accident de voiture en 2017. Et bien qu'il n'y ait pas de preuves directes pour étayer cette affirmation, j'ai trouvé un reportage sur un accident de voiture en janvier 2017 à Redwood City. La victime de cet incident avait 45 ans, ce qui correspond parfaitement à l'âge que John aurait eu en 2017. Mais si cela est complètement sans rapport et que John est toujours en vie, je doute sérieusement qu'il se révèle maintenant juste pour satisfaire la curiosité de personnes au hasard sur Internet. Quant à la cassette elle-même, il reste flou de savoir comment elle a fini au bord de l'Interstate. En août 2021, le YouTuber Rich Aloha filmait l'une de ses célèbres vidéos de plongée dans une piscine sous une cascade dans le parc d'État de Foster Falls, dans le Tennessee. Il était excité à l'idée de sauter dans l'eau, espérant y trouver un trésor, comme un drone ou un iPhone. Mais ce qu'il a découvert à la place était bien plus perturbant. Après avoir cherché un moment au fond du lac, il remarqua quelque chose d'inhabituel coincé au sol, qui s'avéra être une caméra GoPro. La GoPro semblait y être depuis un certain temps. De plus, son boîtier extérieur avait de grosses fissures, permettant à l'eau d'y pénétrer et de détruire tous les composants électroniques. Mais avant de jeter la GoPro cassée, Rich décida d'en retirer la carte SD et de la brancher, au cas où elle aurait survécu au mois passé sous l'eau. Et à sa grande surprise, elle fonctionnait encore parfaitement et contenait des images des aventures d'un jeune homme. Il s'agissait de Richard Ragland, un jeune homme de 22 ans qui avait tragiquement perdu la vie 2 ans plus tôt, noyé en nageant sous cette même cascade. En fait, les images que Rich a découvertes montraient les derniers moments de Richard. On le voit visiblement épuisé et en difficulté pour rester à flot vers la fin. La caméra a probablement enregistré ses derniers souffles également. Cependant, selon mes recherches, l'enregistrement complet n'est disponible nulle part en ligne. Et même s'il l'était, ce ne serait pas quelque chose que je pourrais montrer ici sur YouTube. Rich n'a probablement jamais diffusé l'enregistrement complet par respect pour Richard et sa famille, ce que je comprends parfaitement. Et bien que la mort d'un jeune homme aussi dynamique soit triste, au moins sa famille a pu voir ses derniers moments heureux sur cette planète grâce à la découverte des images par Rich. Le 30 septembre 2019, à 16h06, la police d'Anchorage, en Alaska, a reçu un appel d'une femme affirmant avoir trouvé des preuves d'un crime horrible. La femme qui a appelé la police était Valérie Kastler, âgée de 47 ans. Elle a déclaré qu'elle se promenait dans la rue Fairbanks lorsqu'elle a trouvé une carte SD abandonnée sur le sol. En la ramassant, elle a vu les mots « Homicide at Midtown Marriott » inscrits dessus et a pensé qu'il s'agissait peut-être du titre d'un film d'horreur obscur. Cependant, rien ne l'avait préparée au contenu horrifiant qui est apparu lorsqu'elle a inséré la carte pour en voir le contenu. Selon les rapports, la carte contenait 39 images et 12 vidéos, toutes provenant de la même scène de crime, montrant des choses terribles faites à une femme dans une chambre d'hôtel. La personne derrière ces images macabres restait hors champ, mais sa voix inconfondable et son accent distinct étaient clairement audibles dans les vidéos. Et bien que ces vidéos n'aient jamais été publiées au public, la personne qui les a filmées devait avoir un accent et un ton semblables à ceci. There through those trees you'll see the doctor's house. He's like a heart surgeon or brain surgeon or something. There's the other neighbors. And there's the tree in front of the house. And there's the other neighbors. Devenu le principal suspect dans l'affaire,
Il semblerait qu'il ait appelé le département de police d'Anchorage quelques jours avant que la carte SD ne soit trouvée, se plaignant de quelqu'un qui lui avait volé ses affaires. Lorsque les policiers ont examiné les images, quelqu'un de la station a reconnu sa voix. La personne qui a trouvé la carte SD a également reconnu le motif du tapis de l'hôtel sur les photos. Il s'agissait du Town Place Suites by Marriott, situé à seulement 5 minutes à pied de l'endroit où la carte avait été trouvée. Les policiers se sont rendus à l'hôtel et, effectivement, Brian avait réservé une chambre à l'hôtel le jour où les photos et vidéos horribles avaient été prises. Une enquête plus approfondie sur Brian a révélé qu'il était un immigré sud-africain et qu'il avait obtenu la citoyenneté américaine moins d'1 an auparavant. Il travaillait également comme directeur d'un autre hôtel Marriott à Anchorage. La police a également retrouvé les restes abandonnés de sa victime pendant cette période. Malheureusement, il était en vacances avec sa femme le jour où la carte SD a été trouvée. Cependant, il a été arrêté quelques secondes après son arrivée à l'aéroport d'Alaska et inculpé de plus de 13 crimes graves pour ses actes abominables. La police a également révélé l'identité de sa victime, Kathleen Jo Henry, une Alaskienne de 30 ans. Brian a plaidé non coupable, mais les preuves contre lui étaient trop solides pour qu'il puisse s'en sortir. Cependant, juste au moment où il allait être jugé, Valérie Kastler a fait une déposition qui aurait pu compliquer encore davantage l'affaire. Si vous vous souvenez, elle avait initialement affirmé avoir trouvé la carte SD sur la route. En réalité, elle avait été engagée par Brian comme escorte. En sortant de chez lui, elle avait volé son téléphone. Lorsqu'elle a parcouru son téléphone, probablement pour le vider, elle est tombée sur des preuves de ses actes monstrueux. Mais elle ne voulait pas s'impliquer dans une affaire aussi massive. Alors elle a copié les fichiers sur une carte SD et a inventé toute l'histoire de la carte retrouvée. Heureusement, l'affaire contre Brian était déjà suffisamment solide pour résister à cette révélation et il a finalement été condamné à 226 ans de prison en juillet de cette année. Et bien que cela ne puisse pas effacer la douleur et la souffrance qu'a vécue Kathleen, du moins maintenant, sa famille peut avoir l'esprit tranquille en sachant que le monstre qui lui a fait ça croupit en prison. De nombreux chasseurs de tempêtes venus de tout le pays étaient présents. Parmi eux se trouvait une équipe de 3 experts en chasse de tornades. Tim Samaras, âgé de 55 ans, son fils Paul Samaras, âgé de 24 ans, et leur partenaire Carl Young, âgé de 45 ans. Les 3 hommes avaient une grande expérience dans la chasse aux tornades de manière sûre et dans la collecte de données précieuses à leur sujet. Ils faisaient également partie de l'émission Storm Chasers de Discovery Channel et étaient fortement impliqués dans l'émission pendant les saisons 3 à 5. En mai 2013, le trio était arrivé dans la région orageuse plusieurs jours plus tôt pour analyser en profondeur la tempête avant de se lancer à sa poursuite. Oh, I'd say this is the one. Oh yeah. This is going to be the storm of the day right here. This is going to do it, I think. Malheureusement, la tornade du 31 mai n'était pas quelque chose qu'ils auraient pu prédire, même avec leur vaste connaissance et expérience. Elle a commencé vers 18 h lorsqu'une tornade de catégorie EF3 a touché terre à El Reno, marquant le début de la poursuite. Cependant, il ne fallut pas longtemps avant que la tornade ne devienne de plus en plus instable. The rain is behind us. Oh my God. Ce qui devait être une tornade de catégorie EF3 s'est rapidement transformé en une EF5, la plus intense qu'une tornade puisse atteindre. Mais même le titre de EF5 ne peut pas pleinement illustrer l'échelle terrifiante de cette tornade particulière. Lorsqu'elle a cessé de grandir, la tornade d'El Reno avait un rayon de 4,2 km, le plus grand jamais enregistré. Elle avait également une vitesse de vent de 313 miles par heure, soit plus de 500 km par heure. Carl et les frères Samaras tentaient de se positionner parallèlement à la tornade pour l'observer à distance sécuritaire. Malheureusement, la tornade a effectué un virage imprévu et a commencé à se diriger vers leur voiture. Ils ont tout tenté pour s'échapper en toute sécurité, mais il était trop tard. La tornade a projeté la voiture dans les airs,
l'envoyant valser à travers la région d'El Reno. Après le passage de la tempête, les équipes de recherche ont retrouvé leur voiture, réduite à 60% de sa taille d'origine. Bien que le corps de Tim ait été retrouvé attaché à l'intérieur du véhicule, les corps de Paul et Carl ont été retrouvés à un demi-mile à l'est et à l'ouest de la voiture. Les 3 hommes sont tragiquement décédés dans l'incident. Après des recherches supplémentaires, les autorités ont également trouvé une caméra qui, miraculeusement, continuait d'enregistrer. Après avoir examiné les images, il est devenu évident qu'elles avaient filmé les derniers instants de Tim, Paul et Carl. À ce jour, il semble que les images brutes de cette caméra n'aient pas été rendues publiques et personne ne les a diffusées sur Internet. D'ailleurs, quelques personnes triées sur le volet ont vu ces images, y compris un ami proche de l'équipe. Selon lui, on pouvait entendre Carl parler de la manière étrange et calme dont l'air autour d'eux était devenu dans les moments précédant leur fin, ce à quoi Tim répondit « En fait, nous sommes dans une mauvaise position. Avant de prononcer ces derniers mots, nous allons mourir. » À ce jour, l'histoire de Tim, Paul et Carl sert de mise en garde sévère pour les chasseurs de tempêtes en herbe, soulignant l'immense danger de leur quête. Même une équipe de vétérans de l'industrie n'a pas pu résister à la fureur imprévisible d'une tornade. Le 23 août 1987, 2 randonneurs explorant le sentier situé au sud du point de départ de la randonnée de Junco Lake, dans les montagnes près du petit village de Tabernache, au Colorado, ont vécu une expérience qui allait marquer leur vie à jamais. Ce qui aurait pu être une randonnée ordinaire s'est transformé en une découverte bouleversante lorsqu'ils tombèrent sur l'épave d'un avion écrasé, ses débris éparpillés tout autour. Ils alertèrent immédiatement les autorités, ce qui déclencha une enquête approfondie pour comprendre ce qui était arrivé à cet avion et à quel moment le drame s'était produit. Alors que Dale Wood, un shérif adjoint du Colorado, enquêtait sur les lieux, son attention fut attirée par une cassette VHS suspendue à un arbre. L'intérieur de la bande magnétique était en grande partie sorti et emmêlé dans les branches. Il rassembla tout ce qu'il put et ramena la cassette pour la restaurer, afin de la rendre partiellement lisible. Les images qu'elle contenait étaient pour le moins troublantes. La VHS montrait les derniers instants de 2 hommes portés disparus depuis 3 ans. James Jeb Cottle, âgé de 36 ans, et son passager, Ronald Hugh Wilm, du même âge. Le 10 août 1984, les 2 hommes avaient décollé de l'aéroport de Granby à bord d'un petit avion Cessna L-19E Bird Dog en direction de l'aéroport de Jeffco. Cependant, ils ne sont jamais arrivés à destination. Plusieurs équipes de recherche furent déployées le long de leur itinéraire supposé, mais aucune n'avait réussi à trouver la moindre trace de James, de Ronald ou de leur avion. Ce qui rendait leur disparition encore plus mystérieuse, c'était le fait que l'avion était équipé d'un émetteur de localisation d'urgence, un dispositif conçu pour transmettre sa position en cas de crash. Pourtant, les autorités n'avaient jamais reçu le moindre signal de cet appareil, et l'affaire était restée non résolue pendant près de 3 ans, jusqu'à ce que les 2 randonneurs découvrent l'épave, menant ainsi à la trouvaille de la VHS. Les images commençaient de manière assez banale, avec le pilote commentant les paysages visibles depuis le cockpit. Oh, look at that down there, Ronnie, on the left. Nice little lake and a cabin. Those dead trees down there. There are a whole bunch of them back up in here with beetles. Very pretty little lake. Cependant, environ 5 minutes après le début des images, la situation commence à se détériorer rapidement. Le sol paraît se rapprocher de plus en plus. Des experts ont analysé cette vidéo pour comprendre ce qui s'était passé, et il s'avère que le pilote n'avait pas pris en compte l'altitude densité avant de décoller. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le jargon aéronautique, l'altitude densité correspond à l'épaisseur de l'air.
Lorsque les conditions sont chaudes, humides ou situées à une altitude élevée, l'air devient plus rare, ce qui rend le vol des avions plus difficile. Les pilotes utilisent cette donnée pour évaluer les performances de leur avion, notamment la longueur de piste nécessaire au décollage ou la charge maximale qu'ils peuvent transporter. Le jour du crash, l'altitude densité autour de Tabernache était équivalente à 13 000 pieds. En d'autres termes, l'air était aussi rare qu'à une altitude normale de 13 000 pieds. James n'avait pas pris en compte cette différence cruciale. Lorsque son avion a rencontré des montagnes abruptes, culminant à environ 10 200 pieds au-dessus du niveau de la mer, il n'a pas pu monter assez rapidement pour les survoler en toute sécurité. La vidéo montrait qu'il avait tenté un virage brusque pour faire demi-tour, mais cette manœuvre avait entraîné un décrochage, provoquant le renversement de l'avion avant qu'il ne s'écrase dans les arbres. Damn, hang on, Ronnie! Les images ont également expliqué pourquoi le transmetteur de localisation d'urgence n'a pas fonctionné. L'avion s'est retourné juste avant l'impact, endommageant le transmetteur et l'empêchant ainsi de signaler un appel à l'aide. C'était un incident malheureux dans tous les sens du terme. La seule chose potentiellement positive qui en est ressortie est que la famille de James Cottle a autorisé l'utilisation de ces images retrouvées dans la formation des instructeurs de vol. Ainsi, peut-être qu'une vie a été sauvée parce que quelqu'un a vu ces images et s'est souvenu de prendre en compte l'altitude densité avant de décoller.